Donc, bienvenue à la deuxième rencontre d'éthique dans cette saison qui porte sur la fin de vie en neurologie. Et cet épisode fait suite à la première rencontre pendant laquelle on a abordé la fin de vie en neurologie en tant que particularité pour le patient neurologique et pour les neurologues. On a un peu ouvert la réflexion avec le docteur Mathilde Sauvé et Julie Henry, qui était la philosophe, qui nous avait un peu parlé de l'aspect plus global de la mort, sur les différentes représentations individuelles et sociales de la vulnérabilité en neurologie, pour parler aussi des différentes fins de vie auxquelles on peut faire face en tant que soignant dans ce domaine-là. Les fins de vie brutales comme dans les pathologies vasculaires, les fins de vie progressives comme dans les pathologies neuroévolutives avec cette aliénation du patient, ce changement existentiel chez le et la mort cérébrale qui est une forme aussi de fin de vie particulière. Donc, on sait aujourd'hui que le différent contexte de fin de vie et à différentes prises en charge et différentes temporalités de la prise en charge palliative. Ce qui nous emmène aujourd'hui à la deuxième rencontre qui va donc porter sur les soins palliatifs intégrés à la neurologie. On sait aujourd'hui que les soins palliatifs ont déjà été intégrés et c'est une intégration réussie dans la spécialité, dans l'oncologie par exemple. Mais en neurologie, on est encore à un stade où on se pose la question d'une continuité versus une rupture, d'une complémentarité versus une substitution. Où est la place des soins palliatifs en neurologie? Comment aborder ce sujet? Comment aborder cette thématique avec les patients? Eh bien, c'est ce à quoi vont tenter de répondre et de construire la réflexion avec nous les professeurs Carole Bouloc, qui est professeure associée de soins palliatifs et chef du département des soins de support et soins palliatifs à l'Institut Curie, et le professeur Donatien Mallet, qui est professeur associé en soins palliatifs au CHU de Tours. On va commencer par aborder le sujet des soins palliatifs intégrés en oncologie, donc un exemple un modèle qui est déjà bien intégré dans nos pratiques. Et je laisse la parole donc au professeur Bouloc. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de l'expérience des soins palliatifs en oncologie. C'est donc vraiment en tant qu'oncologue et médecin de soins palliatifs que je vais m'exprimer. Je n'ai pas d'expérience clinique sur les soins palliatifs en neurologie. Donc, je vais vraiment faire ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire vous décrire l'organisation palliative intégrée dans un centre de lutte contre le cancer qui est l'Institut Curie. Je voudrais d'abord très rapidement rappeler les soins de support en oncologie et leur distinction essentielle avec les soins palliatifs oncologiques, parce que c'est souvent un petit peu une confusion. Les soins de support, c'est vrai, ont été créés en oncologie dans une circulaire ministérielle en 2005 qui sont définis par l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a, c'est-à-dire que ça s'adresse à tous les patients, y compris ceux qui vont guérir et bien sûr aussi à ceux qui vont décéder de leur maladie. C'est classiquement la prise en charge des symptômes de la douleur psychologique et sociale, diététique et nutritionnelle. Ça inclut les soins palliatifs, même si dans la dernière circulaire, le mot a été moins nettement visible. Il y a des soins de support complémentaires dans la deuxième circulaire de 2017, l'activité physique, les conseils, la lutte contre l'addiction, le soutien des proches, le soutien de la préservation de la fertilité et la prise en charge des troubles de la sexualité, ainsi que 2 techniques sur la douleur, l'hypnoanalgésie et l'analgésie intratécale,
tous ces soins de support sont quelque part opposables à tous les centres de cancérologie qui doivent pouvoir fournir ce type de prise en charge à leurs patients, que ce soit à l'intérieur du centre ou que ce soit dans une filière qui comprend d'autres établissements. Et au final, on voit bien cette fameuse marguerite où tous les pétales de la fleur sont représentés par un type de professionnel de soins de support ou un type de technique de prise en charge, comme les approches psychocorporelles que l'on fait rentrer dans la médecine intégrative. Mais au final, pourquoi il y a un lien entre la coordination des soins de support, les soins de support, ce n'est donc pas une spécialité médicale, c'est plusieurs types de professionnels et de spécialités qui peuvent être utiles pour la prise en charge d'un patient atteint de cancer, et la médecine palliative qui, elle, est bien une spécialité médicale avec une discipline universitaire. En tout cas, on bataille pour que ça le devienne très prochainement. Quel est le lien et pourquoi il y a des départements de soins de support et de soins palliatifs dans les CLCC? Parce que finalement, tous ces soins de support et la médecine palliative ont le même objectif, des soins centrés sur le patient et son entourage, qu'on évalue par des patient-related outcomes, des questionnaires du patient qui dit lui-même quel est son état de santé et qui ont pour but l'amélioration de la qualité de vie, le soulagement des symptômes, la détresse psychosociale, la satisfaction dans le parcours de soins, dans les liens avec les soignants, la réponse aux différents besoins de soins de support, l'aide à la participation aux décisions médicales et le soutien des proches. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la médecine palliative oncologique? La révolution, elle a démarré par une publication de Jennifer Temel dans le New England Journal of Medicine, qui est quand même d'un impact facteur certain, en 2010. Et qu'est-ce qui s'est écrit dans cette publication? Eh bien, les résultats d'un essai randomisé avec sur une cohorte de 150 patients atteints de cancer du poumon métastatique, qui étaient randomisés entre la prise en charge standard oncologique menée par les oncologues qui réalisaient leur traitement spécifique et qui, selon leur évaluation, demandaient l'intervention d'une équipe de soins palliatifs si selon eux, l'état du patient le requérait. Ou bien, dans le bras intervention, eh bien, on mettait en place une intervention en plus du suivi oncologique standard de l'équipe de soins palliatifs, au minimum mensuel et plus si besoin. Et en fait, dans cette étude, le critère principal a été d'évaluer la qualité de vie, telle que j'espère vous voyez la flèche que je montre, c'est-à-dire on voit qu'il y a une nette amélioration dans le score dépression de l'échelle HADS et dans l'échelle PHQ-9. Les deux évaluent les syndromes dépressifs. Par contre, il n'y a pas de différence significative dans l'échelle anxiété, la sous-échelle anxiété. Et puis, dans l'échelle qualité de vie, FACT-LING, on voit qu'il y a une amélioration de la qualité de vie dans le bras soins palliatifs précoces. Et puis, ça, c'était un objectif secondaire de l'étude, celui d'évaluer la différence éventuelle dans la survie globale des patients. Et là, on constate que la médiane de survie, elle est nettement et significativement augmentée dans le bras Early Palliative Care, avec une médiane qui passe de 9 mois et demi à 12 mois. Ça était vraiment un article qui a été beaucoup discuté dans les congrès. La question qui s'est posée, c'est d'essayer de comprendre l'impact de cette intervention équipe de soins palliatifs. À noter d'ailleurs que dans le papier, on voit que le titre, c'est Early Palliative Care, donc soins palliatifs précoces. Mais si j'avais eu la présence d'esprit à l'époque, j'aurais fait sans doute une réponse à l'auteur en disant « Vous auriez dû appeler votre papier Early Palliative Care Team », parce que c'est un des points que je voudrais qu'on clarifie aujourd'hui, c'est la différence entre
la démarche palliative qui relève de tous les acteurs de la médecine confrontés à des patients qui en relèvent, des acteurs de soins palliatifs. Et quand on évalue les choses, il faut bien savoir de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, il s'agissait bien d'évaluer l'intervention des experts de soins palliatifs. Eh bien, la question qui se pose, comment des experts de soins palliatifs qui s'occupent des symptômes et du soutien des patients peuvent améliorer la survie. Donc, on peut émettre deux hypothèses, un suivi clinique plus rapproché qui permet de mieux traiter des complications graves, de les dépister plus précocement, ou bien de détecter plus rapidement qu'il y a des symptômes de progression tumorale, ce qui signifie l'échec de la chimiothérapie que le patient reçoit et d'en changer plus rapidement. Cette hypothèse est tout à fait valable. Jennifer Temel elle-même, donc l'auteur du papier, en a publié un deuxième dans le JCO en 2012, dans lequel elle explique que pour elle, le bénéfice sur la survie dans la cohorte de patients suivis par une équipe de soins palliatifs, c'est plutôt lié au fait qu'on évite la surmortalité que peut engendrer des cures de chimiothérapie administrées chez des patients trop fragiles parce que en fin de vie. Et donc, elle démontre que, en effet, en comparant les deux bras, la probabilité de recevoir une chimiothérapie dans les 60 jours avant le décès est 2 fois plus faible dans le bras Early Palliative Care. Et de ce fait, la probabilité d'être admis, transféré dans une unité de soins palliatifs pour une durée plus longue, supérieure à une semaine, est 2 fois plus grande. Et c'est parce que l'équipe de soins palliatifs a pu faire comprendre aux patients la réalité de son pronostic et de l'épuisement des chimiothérapies que ces traitements peuvent être arrêtés plus tôt. Et à l'époque, c'était des chimiothérapies assez agressives, très neutropéniantes, qui provoquaient très souvent des chocs septiques. Depuis, de nombreuses études ont répété ce résultat et on en arrive à 2017 avec une méta-analyse de 7 études randomisées qui ont regroupé plus de 2000 patients. Et on voit que dans cette représentation par Forest Plus, il y a une vraie concordance et répétition des études pour prouver l'amélioration de la qualité de vie globale dans le bras équipe de soins palliatifs et pour prouver à l'inverse qu'on a une réduction de l'intensité des symptômes. Après cette méta-analyse, il y a eu encore d'autres études randomisées publiées dans des grands journaux. Pour nous, le Journal of Clinical Oncology, c'est la référence, Lancet Oncology aussi. Et on voit bien que ça va toujours dans des effets significatifs d'amélioration de la qualité de vie et de réduction des syndromes dépressifs à 12 et aussi à 24 semaines. Finalement, il y a eu beaucoup d'études cliniques et c'est en ça, je pense, que l'oncologie est méritante, c'est qu'ils ont fait les essais pour prouver l'efficacité de l'impact de l'intervention des équipes de soins palliatifs. Et on voit aussi d'autres études que je ne détaillerai pas qui, en plus de tout ce que je viens de dire, amélioration de la qualité de vie, des symptômes physiques, des symptômes dépressifs, augmentation de la survie globale dans certaines études, amélioration de la qualité de vie des proches, meilleure compréhension d'un pronostic grave et diminution de l'agressivité des soins en fin de vie et donc diminution des coûts en fin de vie. Tout ça a permis d'aboutir à une recommandation, guideline, faite par l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology en 2017, qui dit que tout patient atteint de cancer en phase avancée, c'est-à-dire une espérance de vie entre 6 et 24 mois, devrait recevoir des soins palliatifs. Et le gold standard, c'est la prise en charge par une équipe de soins palliatifs interdisciplinaire qui travaille donc avec les soins de support. Cette recommandation définit les différents critères, les missions cliniques qui sont affectées, allouées à l'équipe de soins palliatifs, créer l'alliance thérapeutique, prise en charge des symptômes et des programmes de réhabilitation, ce qui nécessite des réévaluations régulières, éducation
au sujet de la maladie, de son pronostic et de la clarification des objectifs des traitements. Qu'est-ce qu'on peut obtenir des traitements, qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir, soutien psychologique, aide à la décision médicale partagée et coordination des soins de support avec les soignants de la ville. Finalement, le problème qui se pose à nous actuellement, c'est qui doit aller voir l'équipe de soins palliatifs, parce que vous avez vu que la recommandation de la guidelines de l'ASCO est très large, 6 à 24 mois, ça fait beaucoup de patients. Fin de vie, c'est clair. Pronostic 6 à 24 mois, ça fait quand même beaucoup de patients. Ça ouvre énormément le périmètre de notre activité clinique. Donc finalement, maintenant, l'idée, c'est de ne pas être systématique, parce que sinon, ça fait trop de patients et les moyens par les acteurs de soins palliatifs ne sont pas assez importants. Mais par contre, on passe donc de la notion de soins palliatifs précoces à la notion de soins palliatifs intégrés, c'est-à-dire sur des critères de recours précis. Quels sont-ils? 2-3 types, les 2 premiers étant les plus clairs. Vous verrez que le dernier, c'est plus compliqué. Premier type de besoin, les besoins symptomatiques. Là, on est sur les symptômes physiques sévères et la détresse émotionnelle, avec en particulier toutes les problématiques de demande de mort provoquée, avec un focus sur tout ce qui est métastase cérébro-méningée. Et ça doit vous parler à vous, neurologues, puisque ce sont des patients qui ont un cortège de symptômes très lourds, que ce soit déficit cognitif ou déficit moteur, et difficultés de déplacement et réduction des capacités fonctionnelles, comme par exemple les syndromes de la queue de cheval ou les compressions médulaires qu'on voit beaucoup en oncologie. Donc ces patients-là nous sont très fréquemment adressés. Le deuxième type de critères, ce sont plus rarement des demandes directes des patients, mais on en voit de plus en plus, surtout lorsque la maladie métastatique s'allonge en durée. On voit bien qu'il y a un certain épuisement du patient et des proches qui peut les amener à faire une démarche pour rencontrer l'équipe de soins palliatifs afin de réfléchir à leurs directives anticipées, à leurs conditions de fin de vie, de connaître les droits des patients en situation de fin de vie. Donc ça, c'est bien sûr une très bonne indication. Et puis, le dernier type de critères d'orientation vers l'équipe de soins palliatifs, c'est quand l'oncologue réalise que l'épuisement de l'efficacité de ces traitements contre le cancer s'instaure, qu'on va vers l'annonce d'un arrêt de traitement et d'une fin de vie. Donc, en gros, ce sont les derniers mois avant le décès. Pour aider, il y a quelques outils sur lesquels je voudrais rapidement parler. L'outil Palliadis, qui peut quand même aider toutes les équipes, puisque je ne vais pas les identifier, mais c'est la liste des critères en termes de symptômes réfractaires, symptômes psychologiques, vulnérabilité sociale, conflits sur la décision de traitement, conflit d'équipe ou demande de mort anticipée. Donc, ça peut être très utile aux équipes soignantes d'avoir cet outil pour décider d'une orientation vers l'équipe de soins palliatifs. Et puis, pour la question du pronostic à moins d'1 an, puisque c'est à peu près la cible actuellement qui est la plus consensuelle pour adresser les patients à l'équipe de soins palliatifs en oncologie, on utilise cette question surprise dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. Would I be surprised if this patient were to die within the next 12 months? Et donc, si l'oncologue répond non, je ne serai pas surpris. On voit bien dans cette courbe de gauche que non, je ne serai pas surpris. Ça veut dire espérance de vie de moins de 50% à 1 an. Alors que s'il répond oui, je serais surpris qu'il décède dans l'année, l'espérance de vie est proche de 100% à 1 an. Et si on veut être encore plus subtil, on peut poser la double question surprise, c'est-à-dire dans le cas où on répond non, on lui demande mais seriez-vous surpris si le patient est vivant au-delà d'1 an? Donc s'il répond non non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas surpris dans aucun cas, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas d'idée vraiment précise sur le pronostic à plus ou moins d'1 an. Dans ces cas-là, on est sur la courbe du milieu avec une espérance de vie à 60%. Mais par contre, on a, pour le coup, s'il serait surpris que le patient soit vivant
dans un an et pas surpris qu'il meure dans l'année, on identifie encore mieux un sous-groupe de mauvais pronostics à presque 25% d'espérance de vie à un an. Donc, pour continuer dans les outils, on a le score de Barbeau qui en plus est une échelle française, publiée par une équipe française en tout cas, qui est assez simple et pratique en oncologie parce qu'on a toutes ces données. 4 critères, l'indice de Karnofsky, le nombre de sites métastatiques, le taux d'albumine et le taux des LDH. Et en fonction du score, si le patient a un très mauvais score avec pas plus de 2 métastases, moins de 24 grammes d'albumine et plus de 600 unités par litre de LDH avec un PS à 4, on voit qu'il est dans les scores 8 à 10 et à ce moment-là, son espérance de vie à 2 mois est de moins de 10%. Donc l'intérêt de ce score de Barbeau, c'est de donner de façon très stringente 3 groupes de patients avec une espérance de vie très bonne, mauvaise ou très mauvaise. Et comme c'est à 2 mois, ce qui est très utile pour la décision de l'arrêt de la chimiothérapie. En tout cas, qui peut éclairer cette décision, puisque c'est vraiment dans les 2 mois qu'il faut arrêter. En fait, tout ça, cette histoire de soins palliatifs précoces, ça reste quand même le pilier, la question des discussions anticipées. Vous le savez tout autant que moi, la question d'aborder les discussions anticipées avec les patients confrontés à une maladie grave, c'est la question des scénarios, c'est-à-dire oui, on peut faire un scénario où la chimiothérapie que vous recevez actuellement fonctionne et on espère qu'elle va fonctionner. Mais en même temps, ce n'est pas une éventualité certaine. Il se peut qu'elle ne fonctionne pas et que dans ce cas, dans cette éventualité, votre état de santé se dégrade. À ce moment-là, est-ce que vous souhaitez qu'on parle de cela et de la manière dont on peut vous soigner et vous aider dans l'éventualité d'une dégradation de votre état de santé? Donc ça, c'est de mon expérience clinique, quelque chose qui est quotidien dans les consultations ou dans les prises en charge en hôpital de jour de soins palliatifs et qui est une question auquel les patients doivent très bien répondre dans la positivité ou dans la négativité avec aucune difficulté pour entendre cette question. Et l'important, c'est d'arriver à pouvoir discuter de manière anticipée de la dégradation parce qu'on le voit dans cette étude, mais il y en a bien d'autres, sur 1200 patients atteints de cancer bronchique ou digestive. Si la discussion anticipée de fin de vie avait eu lieu à plus de 90 jours avant le décès, eh bien, on observe une nette réduction de ces fameux critères d'agressivité de soins en fin de vie, tels qu'ils sont décrits dans la littérature, les critères de Earle, c'est-à-dire la chimiothérapie, le taux, la fréquence de patients qui reçoivent de la chimiothérapie dans les 14 jours, de patients transférés en unité de soins intensifs dans le dernier mois ou de patients hospitalisés en urgence dans le dernier mois. Et ce taux est réduit de moitié ou de 80% selon les critères, avec en revanche un taux beaucoup plus élevé de patients qui vont bénéficier de l'hospice care, c'est-à-dire de traitements purement symptomatiques et palliatifs à domicile ou en USP, tel que c'est organisé dans les pays anglo-saxons. Et donc finalement, maintenant dans la littérature, et c'est là-dessus que je voudrais finir pour ne pas dépasser le temps et laisser le temps nécessaire à Donatien pour évoquer son propos. La notion qui se développe, c'est la notion d'advanced care planning, qui est celle dont la traduction française est pas très bonne, planification anticipée de soins, mais c'est cette notion très anglo-saxonne hein, qui petit à petit quand même se développe chez nous dans notre culture, cette notion de parapluie, c'est-à-dire que si on a évoqué les choses qui peuvent négatives qui peuvent survenir, on y est plus préparé et ça se passera moins mal. La notion de parapluie est souvent évoquée et l'important en plus dans cette notion d'advanced care planning, c'est que l'idée n'est pas simplement de s'organiser si ça va mal, mais l'idée aussi, c'est de bien connaître les valeurs
les priorités de vie des patients et des proches, qu'est-ce qui compte pour eux, et qu'à partir de cet échange où on entend comment le patient voit les choses et qu'est-ce qui est important dans son quotidien et qu'est-ce qui doit être préservé, qu'est-ce que les soins doivent préserver dans ses priorités, eh bien c'est à partir de là que se construira le projet. Donc c'est quand même une vision beaucoup plus positive que simplement qu'est-ce qu'on fait si ça va pas. Et il y a de nombreuses études qui ont démontré, comme les soins palliatifs précoces, et finalement les deux sont probablement un peu liés, c'est donc les bénéfices de l'advanced care planning, moins d'agressivité des soins en fin de vie, plus de décisions en fin de vie qui sont en concordance avec les préférences qui avaient été exprimées avec les patients, plus de recours aux équipes de soins palliatifs, moins d'hospitalisation aiguë, inappropriée en réanimation, une amélioration de la qualité de vie et une amélioration au niveau des proches aussi qui se sentent plus soutenus et qui ont moins de deuil pathologique et de syndrome dépressif après le décès du patient. Donc finalement, on est sur exactement les mêmes résultats. Alors, aux États-Unis, ça va loin, hein, les Australiens, les Américains, ils ont par exemple des sites internet, Prepare for Your Care. Donc ça veut dire qui est ta personne de confiance, qu'est-ce que tu souhaites quand tu seras en fin de vie. Tu cliques au fur et à mesure. Donc c'est cette tentative de rendre les choses les plus dédramatisées, avec toujours le risque de les banaliser. Ce qui pour nous, dans notre culture, n'est pas tout à fait facile. Et puis, il y a par exemple ce jeu qui s'appelle GoWish, dont on a fait l'acquisition récemment dans le service de soins palliatifs, qui est un jeu de cartes qui permet d'initier les discussions permettant d'explorer les préférences des patients en fin de vie dans le cadre du process de l'Advanced Care Planning. Alors, nous, c'est vraiment à l'hôpital de jour, hein, de soins palliatifs, puisque c'est des moments où on reçoit les patients pour toute une matinée, voire une journée entière. Donc, c'est utile d'avoir du temps, les proches sont là, etc. Donc, quels sont les principes? Vérifier que le patient est prêt à s'y engager, hein, évidemment, hors de question pour tous ceux qui ne le souhaitent pas, de l'imposer. Explorer ses représentations, ses valeurs, ses souhaits, donner les informations médicales qui lui permettent de se positionner, expliquer la balance bénéfice-risque des traitements, inclure les proches, inclure le médecin traitant, et quelles sont les barrières pour cet advanced care planning que l'on rencontre. C'est souvent que les chimiothérapies sont prescrites, mais on n'a pas eu, l'oncologue n'a pas bien précisé l'objectif clinique qui était envisageable et réaliste. On est sur une chimio comme ça un peu floue, une sorte de fil d'Ariane qui maintient en vie et qui n'a pas plus de précision sur ses bénéfices potentiels. La difficulté de pronostication, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la double question surprise, mais c'est clair que les immenses progrès thérapeutiques, ça c'est une réalité, hein. L'oncologie, depuis 10 ans, c'est juste spectaculaire ce que transforme le pronostic, les nouveaux traitements comme les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Les questions de communication, on est parfois sur un déficit de formation et on a du mal à aller sur ce terrain-là. La peur de faire mal et d'aggraver le fardeau. L'attente mutuelle d'initier la discussion. Donc le patient croit que le médecin va parler du mauvais pronostic, le médecin croit que le patient va poser des questions et finalement personne n'en parle jusqu'à la fin. Les contraintes de temps et le système de santé et ses difficultés actuelles, évidemment, ont un impact sur notre difficulté à mettre en place ces discussions. Voilà, on a quand même, c'est pour comparer l'Advanced Care Planning à ce qu'on fait, nous, ce qui est fait, je pense, de manière assez fréquente, de plus en plus en tout cas, c'est le remplissage de la fiche Urgence Pallia, c'est un premier pas, hein, où là, on est vraiment sur qu'est-ce que le patient sait de son pronostic et de son diagnostic et qu'est-ce qui est prévu en cas d'aggravation en termes de mesures actives de réanimation ou pas, ou au contraire de projets purement palliatifs. Donc ça, c'est vrai que c'est des fiches que l'on remplit avec le patient.
Et puis, pour conclure, je voulais vous dire comment est organisé, comment on met en place en pratique tout cela à l'Institut Curie. Eh bien, le service de soins palliatifs n'a pas d'unité de soins palliatifs, mais un service d'hôpital de jour de soins palliatifs, donc intégré à l'oncologie, dans lequel on reçoit les patients sur une fiche de demande dont les besoins justifient cette prise en charge en hôpital de jour par rapport à une consultation, c'est-à-dire soit le patient est grabataire en fin de vie, mais c'est rare, c'est vraiment là, c'est tardif. Le plus souvent, au début de la prise en charge, le patient peut être encore autonome, mais on a détecté dans la demande des besoins pluriprofessionnels au niveau psychologique, assistante sociale, kiné, diététicienne. Et donc, cet ensemble d'interventions des soins de support avec l'équipe de soins palliatifs permet de coter d'un point de vue T2A en hôpital de jour de soins palliatifs. Et on fait une coordination de toutes les évaluations qui sont mutualisées pour établir un projet de soins que l'on communique aux soignants de la ville. Si l'oncologue le souhaite et s'il y a besoin de discuter sur un traitement, une décision de traitement oncologique, il vient rencontrer avec nous le patient. Si le patient arrive avec un symptôme aigu qui n'était pas présent la dernière fois, on peut absolument l'explorer. On bénéficie de tout le plateau technique, scanner, IRM, biologie, pour faire un diagnostic de métastases, de fractures vertébrales ou d'occlusion intestinale et on peut mettre en place des perfusions des PCA de morphine. Et on prend un temps, bien sûr, de coordination des soins avec la ville, surtout s'il y a un relais de soins à domicile par une HAD ou par un réseau de soins palliatifs. Donc, c'est vraiment des temps essentiels. Les patients, ils viennent volontiers. Et si le patient n'est pas aigu, mais plutôt stabilisé, on en profite pour aller plutôt du côté des discussions anticipées, de l'avance care planning et anticiper et mieux connaître le patient, ses valeurs et ses priorités. Et donc, pour être concret sur la place du département de soins de support et de soins palliatifs à l'Institut Curie, je pense que déjà, de réunir tous les acteurs de soins de support et de soins palliatifs, ça fait un département qui a du poids au niveau de la direction, donc du poids institutionnel. Donc, les soins de support et les soins palliatifs ont une place dans le projet médical. On porte cette culture dont on a mission de diffuser auprès des radiothérapeutes, chirurgiens, oncologues, de la prise en charge globale. Et on porte aussi la culture des staffs de concertation pour toutes les situations complexes que l'on fait dans les unités d'hospitalisation ou chez nous pour les patients ambulatoires. Et puis, vous voyez que sur une file active, pour vous donner une idée de l'activité de Curie, c'est environ 15 000 patients, dont la moitié de cancer du sein. L'équipe de soins palliatifs est composée de 3 médecins équivalents temps plein, 5 infirmières et 1 infirmier en pratique avancée. Elle a une file active de 950 patients par an, une durée médiane de prise en charge de 4 mois et un taux de séjour de 950 par an. Donc, je ne sais pas ce que ça vous évoque, si c'est une grosse ou une petite équipe. On peut dire que c'est une grosse pour une équipe mobile, pour qui a un service ambulatoire. Je pense qu'équipe mobile, c'est pas un bon terme, c'est un service de soins palliatifs ambulatoire avec des consultations, des HDJ et aussi des interventions dans les étages. Mais en même temps, c'est une très grosse file active avec des patients que l'on suit qui vont nous rappeler entre 2 consultations directement pour avoir des réponses à leurs nouveaux symptômes. Et donc, on a aussi toute cette téléconsultation qu'on pratique en permanence. Voilà, j'en ai fini, j'espère dans un temps raisonnable pour laisser la place. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, on voit que en neurologie, on n'est pas aussi la culture des soins palliatifs n'est pas aussi ancrée. On commence tout juste à parler de la neuropalliative care, on commence tout juste à parler de vraiment intégrer ça dans la prise en charge et voir un petit peu le modèle oncologique donne des idées, ouvre la voie aussi. Ça nous permet de réfléchir à notre propre pratique
forcément, certains neurologues sont plus amenés que d'autres à travailler sur ce domaine-là. Et je laisse la parole sans tarder au professeur Donatien Mallet, qui donc va aborder ces particularités des soins palliatifs intégrés à la neurologie dans les dimensions diverses de la temporalité de la mise en place des soins palliatifs, les discussions anticipées par rapport aux directives anticipées, etc., et de la délibération, chose qu'on voit de plus en plus avec les avancées techniques comme dans le vasculaire, par exemple, et la proportionnalité des traitements. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Il faut passer juste en mode plein écran, mais sinon, on voit très bien. Voilà, c'est bon comme ça? C'est parfait. Bon, vraiment, merci beaucoup au docteur Mana et au docteur François de nous proposer cette rencontre entre nous, acteurs de soins palliatifs, le monde de la neurologie. La neurologie, c'est un univers complexe et varié, c'est-à-dire que la clinique du suivi des patients atteints de SLA n'est pas la même que celle du patient atteint de CEP, pas la même que celle de maladies neurodégénératives. Je pense qu'il faudrait probablement affiner finalement les repères d'articulation selon les pathologies. Et puis le constat qu'on fait en tant qu'acteur sur le terrain, c'est qu'il existe une grande variété de la coopération entre les acteurs de soins palliatifs et les neurologues, selon les médecins. La dimension personnelle joue vraiment beaucoup, selon les services, et puis selon les hôpitaux et les régions. Donc le retour est assez bigarré. Mais alors je vous propose une intervention un peu en 3 temps. Un premier temps qui sera vraiment très rapide sur des éléments contextuels. Un deuxième temps où je ne vais faire que prolonger ce qu'a dit le professeur Bouloc sur les discussions anticipées. Et puis un troisième temps où j'essaierai d'aborder quelques points de repère relatifs à la délibération dans certaines situations neurologiques. Alors, très rapidement sur les éléments contextuels, il existe des recommandations, mais nous savons bien qu'il y a toujours un écart entre les recommandations et la réalité de nos pratiques. L'European Federation of Neuroscience a fait des recommandations en 2005 et en 2012 avec en gros 3 grands axes. Un premier axe qui reprend un peu le terme que disait Carole Bouloc sur la démarche palliative, centrée sur l'idée d'améliorer la qualité de vie des patients au quotidien. Donc une analyse et un traitement des symptômes. L'habitus, qui n'est pas entré encore, de celle de faire des prescriptions anticipées si surviennent des complications symptomatiques. Ça, on le voit très clairement, ce n'est pas fait actuellement. Et puis toute cette dimension d'accompagnement du patient. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, Madame Bouloc l'a très bien dit, c'est tout ce champ des discussions anticipées sur la proportionnalité des traitements. Je vois dans le champ de la neurologie, la question de la nutrition artificielle est quand même une thématique assez récurrente, ainsi que celui du traitement ou non des complications infectieuses potentiellement réversibles. Je vois par exemple, on a actuellement à l'unité un patient qui a une paralysie supranucléaire qui fait des pneumopathies à répétition. Est-ce qu'il est pertinent de traiter systématiquement cette pneumopathie lorsqu'elle survient dans un contexte de fausse route? Le guideline de cette association européenne plaide pour que tous les 6 mois soit fait de manière systématique une forme de discussion anticipée sur le recours ou non à des traitements de type. Et puis le dernier point, c'est celui de la collaboration avec des équipes mobiles de soins palliatifs et l'IGSP. Là, l'idée, ce serait de faire appel à ces équipes, pas encore de manière systématique comme le propose le schéma de coopération en oncologie,
mais uniquement pour les situations complexes ou souffrantes, avec la possibilité d'introduction précoce des équipes de soins. Donc, 3 grands axes. Il existe bien sûr un écart entre l'écrit et le fait, et il y a certainement toute une marge de progression. Je ne vais pas développer ça, par contre, je voudrais juste vous présenter cette étude que je trouve intéressante. C'est une étude qui a essayé d'identifier quels sont les freins identifiés par les neurologues et par les médecins de soins palliatifs pour expliquer cette collaboration insuffisante entre nos disciplines. Alors, c'est une étude qui a été faite dans les pays anglo-saxons, donc le modèle n'est pas complètement applicable à la France. Les neurologues disent, ben voilà, il y a un manque d'acteurs en soins palliatifs. En gros, on ne sait pas qui appeler et il n'y a pas assez de ça en soins palliatifs. Ils nous disent aussi, et c'est vrai, il y a une réserve des structures de soins palliatifs, notamment de certaines unités de soins palliatifs, pour accueillir des patients atteints de pathologies neurologiques. Ça, je déplore très franchement. Je sais que certaines unités de soins palliatifs sont encore assez réticentes pour accueillir des patients atteints de BCA, alors que ce serait tout à fait pertinent à mes yeux. Puis les neurologues pointent aussi l'existence de problèmes financiers, et nous sommes là dans le champ des pays anglo-saxons. En ce qui concerne les médecins de soins palliatifs, ils disent, eux, qu'il y a une réticence des neurologues à faire appel aux équipes. On sent que la culturation n'est pas faite, les problèmes financiers sont améliorés, et puis une mauvaise coordination avec les soignants libéraux et avec les médecins. Mais le point qui me semble le plus important, c'est que et les neurologues et les médecins de soins palliatifs mentionnent très peu la réticence des patients. C'est-à-dire qu'on entend souvent, et ça je l'entends parfois dans le monde de la SNA, que c'est compliqué d'introduire des équipes de soins palliatifs, parce que le terme soins palliatifs renvoie inéluctablement à la mort. Et finalement, dans cette étude, les neurologues donnent cet argument uniquement dans 15% des cas, les médecins de soins palliatifs uniquement dans 10%. Et cet état, cette réticence qui était finalement assez faible, est confirmée par une autre étude qualitative qui a été faite cette fois-ci auprès des patients, afin de voir quelles étaient leurs représentations des soins palliatifs. Beaucoup des patients avaient des représentations erronées, assimilant les soins palliatifs à la phase terminale, mais lorsque dans l'étude on leur demandait s'ils étaient d'accord pour accueillir des médecins ou des soignants travaillant dans les équipes de soins palliatifs, la plupart confirmaient très manifestement leur accord. Donc, on ne peut pas dire que nos difficultés d'articulation entre nos disciplines soient du fait des patients. Je pense que ça traduit plutôt un manque d'acculturation des neurologues aux pratiques de soins palliatifs et des acteurs de soins palliatifs aux pratiques de neurologie. Et puis, faire aussi le constat des difficultés de collaboration entre nos équipes. Deuxième thème sur lequel je vais aller rapidement, c'est celui d'Advanced Catholic. Alors, je m'inscris complètement dans la prolongation de ce que nous a dit le professeur Carole Bouloc avec cette insistance. Et vous avez remarqué que Carole Bouloc n'a pas utilisé le terme de directive anticipée, mais celui des discussions anticipées. Parce qu'il y a, nous, acteurs de soins palliatifs, nous sommes un peu critiques, il y a une focalisation un peu politique et renforcée par les procédures de certification sur les directives anticipées. Or, l'expérience prouve que l'usage des directives anticipées est extrêmement complexe. Donc, il ne me semble pas qu'il faille se focaliser sur un objectif de rédiger des directives anticipées, mais que l'enjeu est bien plutôt de discuter en amont, si le patient le veut et le peut, des repères d'existence qui pourraient permettre au médecin de prendre des décisions si à un moment le patient ne peut plus exprimer sa volonté. Alors,
ce rapport au futur, il est complexe à élaborer. Il est complexe parce que nous avons tous une difficulté déjà cognitive à nous représenter notre futur. Et lorsqu'on est dans le champ de la maladie grave, nous avons aussi une difficulté psychique parce que tout ça va véhiculer chez nous beaucoup d'angoisse. La deuxième chose, cette imposition d'un rapport au futur n'est pas forcément juste d'un point de vue éthique. Devons-nous obligatoirement nous inscrire dans une modalité d'existence où il faudrait que nous planifions notre futur? Pour le dire simplement, devons-nous être cigales ou fourmis? Qui est le plus heureux des deux finalement? Est-ce que la cigale qui butine au quotidien et vit son quotidien n'est parfois pas plus heureuse que la fourmi qui se met dans une espèce d'anticipation et qui sacrifie, comme le dit le professeur Fial, son présent au profit de la vie? Donc il y a une modalité respectueuse à adopter dans cette forme de configuration d'un rapport au futur. Elle ne doit pas être normative. Et puis la deuxième chose, le principe des directives anticipées repose sur l'idée que nous serions le même au fil du temps et que par notre parole, nous aurions la capacité de déterminer ce que nous voudrions en amont. Or, nous connaissons bien l'ambivalence, la complexité de la parole, surtout dans le champ de la maladie grave. Et ce que le patient va dire à un moment à une personne ne sera pas forcément le même avec une autre personne. Je reprends l'exemple de cet homme, par exemple, qui est à l'unité, qui a une paralysie supranucléaire. À nous, médecins, il nous exprimait très clairement qu'il souhaitait une prolongation de sa vie et qu'il était d'accord pour que l'on pose une gastroscopie pour éviter une nutrition artificielle. À son épouse, il disait systématiquement l'inverse. Et c'est finalement en créant une réunion à trois, médecin, patient et épouse, que nous nous sommes accordés sur le fait qu'il y avait trop d'ambivalence et qu'il ne semblait pas licite, du coup, de poser une gastroscopie. Donc, prudence sur une conception de la parole qui serait systématiquement le reflet de ce qui anime. Alors, quelques repères pour une pratique de discussion anticipée. Bien comprendre, même s'il y a des injonctions sociétales, même s'il y a des injonctions sous la forme des certifications dans les hôpitaux, que les directives anticipées ne sont pas un but. C'est uniquement un moyen, un prétexte à saisir pour tenter de faire émerger ce qui pourrait faire sens pour le patient si sa situation s'aggrave. Et la fonction médicale est éminemment complexe et nous ne sommes pas formés et habitués à ça. C'est une fonction maïeutique, c'est-à-dire que c'est une fonction d'accrochement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons suivi une patiente atteinte de SMA. Cette femme était infirmière et n'arrivait pas à se déterminer en amont si elle souhaitait une prolongation de son existence par une nutrition artificielle ou par une ventilation artificielle. Mais un des repères essentiels de sa vie était de pouvoir sortir dehors. Donc, elle avait un fauteuil roulant, électrique, elle arrivait à se servir de la petite manette et elle sortait régulièrement dehors, malgré sa quadriplégie incomplète, parce qu'elle était passionnée d'entomologie. Elle avait la passion des insectes. Eh bien, ce repère fut pour nous un élément décisionnel majeur pour prendre notre décision de ne pas la prolonger artificiellement à partir du moment où elle ne pouvait plus sortir. Et elle nous avait exprimé en amont que pour elle, c'était une forme de nécessité que de pouvoir aller. Elle n'a jamais rédigé de directive anticipée, mais nous nous sommes appuyés sur ce repère qui semblait faire sens pour ce fait. Donc, travail très singulier du médecin. Et Carole Bouloc le disait très bien, l'élaboration des discussions anticipées nécessite des consultations régulières avec une disponibilité temporelle et une disponibilité psychique
pour faire émerger chez le patient ce qui semble faire sens. Alors, je vous donne juste un exemple, une illustration de ce que pourraient être des discussions anticipées sous une forme plutôt narrative. Alors, c'est un homme atteint de 46 ans. Jeune pour vous dire. Voilà. Je m'appelle David, j'ai 46 ans, je suis marié à Nathalie et j'ai 2 fils, Marc et Denis. J'ai toujours aimé la pêche à la ligne, la nature et les bons vins naturels. J'étais saxophoniste professionnel et enseignant et je reste musicien. J'ai toujours pratiqué le sport, le vélo, la planche à voile. J'ai attaché beaucoup d'importance à la qualité de mon alimentation et à mon hygiène de vie. Et je suis toujours très engagé dans l'écologie pour le dire. Cet homme, il nous parle de lui. On entre, vous voyez, il ne s'agit pas d'aller cocher des croix sur un formulaire dirigé par la chaise. Non. Il s'agit de voir comment une personne peut narrer un peu ce qui semble faire sens dans son existence et fixer après éventuellement des repères. Là, voilà les repères qu'il nous a donnés. Atteint le SLA depuis 2019, je sais très bien où la maladie viendra. À ce titre, j'ai réfléchi. Je ne veux pas de trachéo, je ne veux pas dépendre d'une machine. Là, on a quelque chose de l'ordre de la signification, d'une argumentation. Pour cet homme, dépendre d'une machine était quelque chose de l'ordre de l'intérêt. Si le manque d'oxygène me permet de partir doucement, je ne veux pas d'intervention médicale. Si je reste fonctionnel, parole, échange, lien social, composition, je me poserai alors la question d'être prolongé par une destruction. Et cette incertitude me semble essentielle. Nous ne sommes pas dans une planification du futur. Il y a des points de repère qui sont donnés, mais il demeure la dimension d'incertitude. Voilà un peu ce vers quoi il me semble que nous devrions tendre. Une approche narrative de ce qui fait sens pour la personne, la tentative de faire émerger des repères un peu de vie, et puis quelques points de repère si le patient parvient à le faire, mais sans forcément boucler, verrouiller le futur dans une forme de programmation. Dernier point de mon intervention, quelques points de repère sur la délibération en situation neurologique. Alors, le premier point de repère, lorsque les patients ne peuvent pas exprimer directement leur avis, vous savez que le cadre légal, la loi Lutz-Molinski, nous impose le recours à une procédure collégiale. Eh bien, cette procédure collégiale, elle est tout à fait pertinente, elle est nécessaire également, mais il y aurait un piège à réduire la délibération à une réunion plus ou moins formalisée pour obéir à des déterminants légaux. Il me semble que la délibération est un processus beaucoup plus continu, avec une dimension très personnelle, très subjective, très individuelle, et aussi une dimension très collective. La richesse notamment de l'approche des soignants, la richesse de propos un peu décalés que peuvent avoir les psychologues, le recours à une équipe tierce comme une équipe mobile. Mais le processus de délibération ne doit pas être centré uniquement sur une forme de grande réunion. Et au terme de cette réunion, nous aurions une forme d'injonction pour décider. Non, c'est un processus continu. Et ce qu'il importe probablement, c'est de trouver les mots les plus ajustés pour faire vivre la complexité d'une situation dans sa dimension médicale, mais aussi dans sa dimension plus subjective et parfois plus interprétative. Donc ce serait une première piste. Concevoir la délibération comme un processus décisionnel continu avec un accent mis sur la richesse du langage. La deuxième piste que je vous propose, c'est d'éviter le risque et le piège de l'obstination déraisonnable.
lorsque l'on intervient, par exemple, en équipe mobile, dans les services, je vois par exemple parfois en neurologie, on voit le piège d'une obstination déraisonnable parce que les internes, et parfois le praticien senior, traitent au coup par coup. Il y a une complication, il y a une pneumopathie, on traite. Et puis après, est arrivé, quelques jours après, un problème de fluidite. Et on a traité. Et puis, après, survient une infection urinaire. Et puis, on traite. Et à la fin, en étant uniquement dans une approche de réponse à ce qui pose problème au présent, on crée une forme de persévération thérapeutique qui est déraisonnable. Une des pistes, à mon avis, pour lutter contre ce travail, c'est de ne plus se focaliser sur le présent, sur l'instant, mais de réintroduire, et c'est certainement une richesse des neurologues qui connaissent comme les oncologues les patients souvent depuis très longtemps, de réintroduire toute une temporalité. Comment était ce patient au départ? Comment il a vécu son aggravation? Qu'est-ce qu'il en a été de sa possibilité de maintien de domicile? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme point de repère? C'est à partir de cette dimension plus temporelle que nous parviendrions mieux à prendre les décisions de poursuite ou de limitation de traitement ou non d'une complication. La troisième piste que je vous propose, c'est de bien concevoir la délibération comme étant certes un temps où nous allons apporter des éléments biomédicaux, ils sont essentiels, mais il nous faudra tenir compte aussi des vécus, des représentations, des symbolisations pour le patient et pour son entourage des différentes offres thérapeutiques. Alors, nous l'avons un peu expérimenté à propos de la délibération chez des patients ayant des états de conscience altérés. On voit bien qu'il y a un écart, et ce n'est pas du tout une critique que nous avons à faire vis-à-vis de la médecine, entre une information dite objective, les potentiels évoqués ne montrent pas d'activité secondaire ou associative du cortex, ou des éléments factuels extrêmement importants. Et ça, c'est une information biomédicale. Ça n'a absolument rien à voir avec la représentation que peut se faire un patient, ou que peut se faire la famille. Un trou dans le corps, ou si on arrête une nutrition artificielle, vous allez le laisser crever de faim. Et il faut prendre en compte les significations. On voit par exemple une femme avec laquelle on discutait la possible arrêt d'une nutrition artificielle auprès de son enfant dont elle s'était occupée pendant des décennies. Eh bien voilà, ça renvoyait, malgré l'adhésion qu'elle avait aux éléments biomédicaux et aux investigations qu'avaient fait les neurologues, l'arrêt de cette nutrition la renvoyait à un sentiment d'abandon. Et une autre, relisant son investissement auprès de cette autre proche, évoquait l'acharnement qu'elle avait vécu à vouloir le faire vivre envers et contre. Donc il me semble que nous devons nous ouvrir, notamment en neurologie, mais dans toutes les disciplines médicales, sur le fait que nos éléments objectifs sont majeurs et c'est notre tâche de les assumer. Et c'est notre tâche de les communiquer, de les expliquer, de les dire, mais que la délibération ne peut pas s'appuyer uniquement sur des expertises biomédicales. Il s'agit de faire vivre aussi les représentations et les significations des différents acteurs. D'où cette importance du langage. Et puis, dernier point relatif à la délibération, c'est la question du rapport au temps, notamment ce que les anciens appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment opportun pour prendre une décision. Par exemple, vous suivez un patient atteint de SLA et qu'apparaît des problèmes de dyspnée, que vous vous posez la question de la sédation profonde et continue, eh bien la question du temps décisionnel est un enjeu majeur. Et nous sommes placés dans une discordance des temporalités. La temporalité de la maladie, de l'évolution de ces
n'a rien à voir avec la temporalité du patient qui supporte ou ne supporte plus sa dyspnée, n'a rien à voir avec celle de la famille qui est prête plus ou moins à un processus de séparation, et de la temporalité des soignants qui ont peut-être besoin d'un certain temps pour envisager de pouvoir continuer à prendre soin d'un patient qui aurait été sédaté. Donc il y a une discordance des temporalités. Et le processus de décision, la délibération, doit tenir compte de cette disharmonie des temporalités. D'où l'importance de discuter en équipe pluridisciplinaire, d'où l'importance de faire appel à des tiers. Et puis en conclusion, juste cette évocation de cette délibération, qu'elle soit faite en amont ou en situation. Bien comprendre que la délibération est une activité certes réflexive, qui va mobiliser des éléments biomédicaux, qui va s'interroger sur des concepts, sur l'autonomie, sur la qualité de vie, sur la finalité, le sens de ce manifeste, mais que ce n'est pas du tout uniquement une activité intellectuelle. C'est une activité extrêmement concrète. C'est une capacité de créer du langage, une capacité de rejoindre l'autre, de le comprendre dans cette modalité. Et c'est peut-être une des richesses qu'a la discipline neurologique, de pouvoir faire vivre à la fois une activité réflexive de haut niveau. Quand les neurologues, vous vous interrogez sur le statut de la conscience, quand vous vous interrogez sur la capacité qu'aurait un patient ayant des troubles cognitifs à exprimer son autonomie, là, vous êtes dans une activité réflexive majeure. Mais vous avez aussi une qualité, une capacité relationnelle différente de celle des patients, des oncologues, pour rencontrer des personnes dans leur singularité, malgré leur handicap, souvent très élevé. Voilà, j'espère que ces quelques propos nous auront éclairés, et je suis très heureux de poursuivre l'échange avec vous. Merci beaucoup. Non, attendez, là, vous avez encore l'écran, j'imagine. Oui. Oui, non, c'est juste grâce, on ne t'entend pas. Pourtant, ton micro. Non, alors, pendant que Grace essaie de récupérer son micro, merci beaucoup pour cette présentation très éclairante sur la façon de procéder et très complémentaire avec la première. Alors, je vais passer aux questions, si vous le voulez bien. Donc, alors une première question de Jacques Danglejean qui est une question pratique, qui pose la question sur les soins palliatifs avec des hospitalisations courtes et un peu acrobatiques par manque de lit. Donc, c'est vraiment l'aspect pratique et de personnel. Pourrons-nous faire aussi bien que l'équipe de Curie? Ah, mais ça c'est très gentil comme question, mais pas forcément certain que Curie soit toujours au top. Nous avons actuellement une salle de 30 lits fermée à cause de manque du personnel soignant. Et nous sommes tous les jours avec des patients en situation aiguë de détresse qu'on voudrait hospitaliser et qu'on ne peut pas hospitaliser. Et donc, on a développé l'art de la prise en charge acrobatique à domicile. Comment on les fait venir à l'hôpital de jour, ils passent la journée chez nous pour pouvoir avoir les bilans, les aspects techniques nécessaires à la qualité de leur soulagement et de leur accompagnement. Et on met des prestataires qui peuvent le soir même être au domicile, on les renvoie le lendemain. Enfin, on est aussi à Curie confronté à des situations difficiles, et c'est pourquoi
dans le contexte de tension, de soins dans lequel on vit actuellement, les questions d'obstination déraisonnable parce qu'il n'y a pas eu ces temps de concertation sur jusqu'où il faut aller avec le patient et qu'est-ce que lui il souhaite et comment il voit les choses sont voilà, c'est encore plus indispensable dans ces moments de tension. Ça a très bien marché pendant la crise Covid, hein, on l'a fait. Donc oui, ça renforce la nécessité d'être dans cette réflexion bien avant que les crises aiguës et que la fin de vie s'installe. C'est bien avant la fin de vie que la qualité de la fin de vie se prépare, hein, dans des maladies comme la cancérologie, comme les cancers en tout cas, oui. Merci. Alors, il y a Chloé Leroux qui parle d'un jeu de cartes en français qui s'appelle À vos souhaits. C'est la même Donc, chose. elle met le lien. C'est le même, bravo, c'est le même, c'est la Jalmal, effectivement. C'est pas mal de le faire en français, je suis d'accord. Je retiens la remarque. Je vais changer la diapo. Tout à fait. Et je recommande parce que c'est très efficace pour déclencher les discussions. Et bravo, ouais, de l'utiliser en tout cas. Alors, la question, je pense, se pose à nos deux orateurs, donc à vous deux, de Amin Rajdi, quid pour les personnes, les patients qui ne sont pas prêts pour les soins palliatifs, mais qui sont clairement en dehors des ressources thérapeutiques. Comment les aborder au mieux et comment les faire adhérer? Donc, si je comprends bien, comment prendre en charge des patients qui, eux, demandent des traitements excessifs par rapport à ce que leur situation médicale conduirait à proposer? J'ai bien compris la question, non? Alors, je pense que oui, je pense qu'en fait, ils ne sont pas prêts à aborder la question des soins palliatifs. Voilà. Oui, je pense qu'ils sont en demande de traitement, de l'aspect thérapeutique. Alors, c'est une excellente question parce qu'en réalité, cette situation-là, elle est beaucoup plus fréquente que l'inverse. Et même si, effectivement, dans certains cas de maladies très longues, métastatiques ou des personnes âgées, on peut avoir des patients qui, eux, demandent à stopper les traitements parce qu'ils ne se sentent plus le courage d'être dans cette combat, pour utiliser cette métaphore qui est souvent utilisée, et demandent et préfèrent ne pas continuer les traitements contre le cancer. Mais c'est vrai que la situation inverse est beaucoup plus fréquente. Et en particulier les sujets jeunes. On a identifié, nous, dans nos études aussi, le critère de évolution métastatique sur une courte durée, hein, comme si finalement il fallait un certain temps quand même, un certain temps réel, temporel, pour que ce cheminement psychique de comprendre que la maladie était incurable était nécessaire. Et c'est vrai que c'est un immense problème parce que en fait, dans le processus, il convient d'abord d'arriver à faire entendre aux patients il faut trouver des arguments cliniques, lui dire de comparer sa situation il y a quelques mois avec la situation du moment, lui donner des éléments. Parfois, je n'hésite pas à montrer des images au scanner, à proposer aux patients en tout cas de les regarder et avec son accord lui montrer quand il y a un doute sur la progression de la maladie. Je crois qu'il faut être très concret et que quelque part chaque personne connaît son corps et donc si le patient va moins bien, quelque part il doit le sentir. Donc il y a un dialogue à avoir avec lui pour confronter son expérience de son corps avec la réalité d'une dégradation. Et après, je pense que la deuxième étape, avec toujours bien sûr beaucoup de délicatesse, et je dis ça, je n'ai pas le patient en face de moi, il faut évaluer sa capacité à avoir ce type d'échange, bien entendu. Et puis après, je pense que, et ça c'est très important, la notion, alors je parle en cancérologie, hein, donc la notion d'arrêt des traitements contre le cancer, elle doit s'expliquer par l'épuisement de l'efficacité,
plutôt que par vous êtes trop fatigué pour poursuivre le traitement. Ça, c'est quelque chose qui est un discours malheureusement encore souvent utilisé, mais qui est en fait culpabilisant, ou qui peut en tout cas laisser espérer au patient que s'il fait des efforts pour se remettre debout, pour reprendre du poids, pour remanger, il pourrait alors mériter un traitement oncologique, ce qui parfois le pousse à une certaine finalement maltraitance vis-à-vis de lui-même. Alors que si on explique, et c'est vrai que pour les oncologues, cet aveu d'échec n'est pas toujours facile, mais en réalité, ben, avec le temps, les cellules tumorales acquièrent des résistances et tous les traitements deviennent inefficaces. Par conséquent, si vous continuez le traitement, la seule chose qui puisse arriver, ce sont des effets secondaires inutiles. Donc, je pense que ça, c'est un discours qui est certes dur, mais qui, en tout cas, permet de comprendre les décisions médicales. Et il y a souvent quand même un apaisement quand les décisions sont comprises et cohérentes avec ce que le patient ressent et avec la réalité médicale. Voilà ce que je peux apporter sur cette question très difficile. Très bien, merci. Est-ce que, professeur Mallet, vous avez d'autres éléments pour l'aspect, bon, je dirais plus neurologique pour le coup, chez les patients qui... la particularité des patients neurologiques, comme vous l'avez très bien souligné, c'est que ce sont diverses dimensions et très souvent, les pathologies sont tellement différentes qu'on peut se retrouver avec certaines dimensions cognitives, d'autres comportementales, d'autres des souffrances existentielles, une aliénation du patient, etc. Comment aborder ces particularités chez des patients qui ne seraient pas prêts pour parler soins palliatifs? Ouais. Bon, il y a plusieurs éléments qui me viennent, mais il faudrait regarder en effet au cas par cas. Bon, la première chose, c'est toute la question sur quoi nous avons construit la relation avec vous. Si nous construisons nos consultations uniquement sur des éléments techniques, ça va être très compliqué de faire émerger finalement d'autres éléments plus incertains ou scientifiques, plus personnels, plus subjectifs. Donc, quel type finalement de rencontre avec l'autre nous créons, sachant que nous avons bien sûr à assumer une dimension scientifique, que le patient vient nous voir avec l'espoir que nous mobilisions tout notre savoir et notre compétence scientifique. Mais peut-être qu'il y a un point de vigilance à avoir pour que le contenu de la relation ne soit pas centré uniquement sur une dimension. La deuxième chose, et le professeur Bouloc l'a dit très bien, il s'agit aussi d'assumer notre responsabilité technique, c'est-à-dire de nommer qu'à un moment, nos thérapeutiques ne sont plus pertinentes ou génèrent trop d'effets secondaires. C'est-à-dire assumer, je dirais, ce devoir, ce simple devoir d'information. Et le troisième point, ce serait, il ne s'agit pas de convaincre l'autre, il a à regarder sa mort en face. Je dis parfois de manière un peu provocante, quoi. Une bonne unité de soins palliatifs, ce serait une unité de soins palliatifs où l'on pourrait mourir en gueulant. L'idée d'une construction systématique d'une fin de vie qui serait apaisée est une forme d'utopie, d'illusion et à mon avis de boîte à malheur pour les soignants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas lutter contre la souffrance, mais le combat, la lutte, en fait la lutte interne, le terme agonie évoque ça, hein, c'est la question de la lutte. Et cette lutte, elle débute depuis souvent plusieurs années. C'est un champ de bataille. La maladie grave est un champ de bataille. Et dans le champ de bataille, certains peuvent vouloir mourir en continuant de se battre. Et peut-être que nous avons à respecter
ce désir-là, ce qui ne veut pas dire que nous devons nous laisser instrumentaliser à ce désir, mais entendre qu'il y a une impossibilité pour l'autre que de s'imaginer quitter sa vie, c'est peut-être une de nos fonctions, et c'est parfois associé à de la souffrance. Et pour revenir à une dimension clinique, et je terminerai là-dessus, c'est par exemple toute la dimension du gênement. J'ai été appelé récemment, par exemple, dans un service d'urgence pour une jeune femme de 50 ans. Il a une ataxie spinocérébraleuse, sa mère étant déjà morte de cette maladie, sa sœur en étant elle aussi décédée. Et elle était hospitalisée pour une difficulté du maintien à domicile avec un gênement important. Que faut-il faire de ce gênement? D'ailleurs, faut-il faire quelque chose de ce gênement? J'entendais bien que ma collègue est plutôt orientée sur débuter d'emblée des fortes doses de morphine, comme s'il fallait absolument faire céder ce gênement. Mais est-ce vraiment la bonne attitude? Est-ce vraiment la bonne attitude? Et finalement, nous avons opté pour des doses très très minimes de morphine, qui n'a significativement pas vraiment changé les choses, mais en discutant avec la famille, avec les proches, en faisant tout ce travail un peu d'anamnèse, on s'est rendu compte que cette femme s'inscrivait comme ça dans cette forme de lutte, de combativité, et que son gênement pour les proches n'était pas forcément un signe de souffrance, mais plutôt une tentative de maintenir quelque chose de son identité, voire même de tenter de communiquer avec les autres. Donc ne cherchons pas non plus à imposer une norme scientifique aux patients, ça c'est clair, mais ne cherchons pas non plus à imposer une pseudo-norme palliative, comme si l'on pouvait mourir obligatoirement dans un tableau d'apaisement. Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, c'est une sorte de trouver le juste milieu entre l'aspect scientifique assez défini par des guidelines et l'aspect humain et d'accompagnement et de support dans toute la dimension de l'être humain qu'on a en face de nous. Donc, effectivement, il faut toujours trouver cet équilibre et merci pour ces réponses qui nous aident dans cette recherche du juste accompagnement, je dirais. Alors, il nous reste 8 minutes. Alors, l'un des principaux buts de cette rencontre, c'est aussi que vous nous appreniez, vous nous donniez un petit peu cette expérience et cette façon de pouvoir intégrer la culture des soins palliatifs dans notre spécialité qui, vous le savez très bien, s'y prête. Et donc, j'ai la question de grâce dont le micro ne fonctionne pas. Donc, je vous pose la question de grâce et après, j'aimerais bien que vous nous disiez concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en place la culture des soins palliatifs intégrés pour que ce soit un modèle réussi comme pour l'oncologie. Et Grâce commence par une question d'ailleurs qui va vous permettre d'aborder cet aspect-là. Donc, la plupart des médecins de soins palliatifs en onco ont-ils le plus souvent une formation d'oncologue au départ? Donc ça, c'est la question de Grâce et je vous laisserai nous expliquer concrètement comment vous voyez les choses. C'est une très bonne question. En effet, je dirais qu'on est 50% d'oncologues à l'Institut Curie et 50% de non-oncologues et de médecins généralistes. De toute façon, les médecins généralistes qui sont venus travailler, des médecins généralistes qui étaient généralistes mais qui sont devenus médecins de soins palliatifs et qui sont venus travailler à l'Institut Curie ont forcément du coup acquis depuis des compétences en oncologie parce qu'en fait, il faut un médecin de soins palliatifs qui travaille dans la spécialité, donc en l'occurrence l'oncologie, mais en neurologie, il faut qu'il ait des compétences dans la spécialité médicale. Il faut connaître une compétence nécessaire sur la maladie, son profil évolutif, ses facteurs pronostiques, le type de symptômes et leur nature et les façons de les soulager. Il y a une compétence qui peut s'acquérir par la pratique.
moi, ce que je vous recommande, c'est d'une part de nous envoyer des internes neurologues à la FST, donc formation spécifique transverse de médecine palliative, qui se fait en 1 an avec 2 stages, l'un en unité de soins palliatifs et l'autre en service de soins palliatifs ambulatoires équipe mobile, et avec un enseignement théorique. Cette FST de médecine palliative a vraiment pour but de donner le socle de base des compétences en médecine palliative, tout en restant, ça ne donne pas un diplôme de soins palliatifs, mais ça permet d'acquérir des compétences de médecine palliative tout en restant le spécialiste qu'on est en train de devenir. C'est vrai que cette FST qui est créée, je ne vais pas dire de bêtises, depuis quelques années, mais 3-4 années, et qui arrive maintenant sur l'année dernière, sur l'année actuelle, on est à plus de 60 inscrits, mais 60 étudiants en FST sur une promotion de 10 000, ça reste encore peu. Et parmi ces 60, on a beaucoup de médecins généralistes, d'oncologues, de gériatres, de médecins de la médecine d'urgence, mais on n'a pas encore beaucoup vu de neurologues. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi, bah oui, comme par hasard, enfin, voilà. Donc peut-être que le coordinateur du DES, parce que pour être inscrit dans une FST, il faut un accord du coordinateur de DES par région. Donc je ne veux pas faire du tout de critique des coordinateurs des DES de neurologie, loin de là. Mais en tout cas, c'est clair que une réflexion s'impose au niveau de l'université avec les coordinateurs de DES pour faciliter l'accès des internes en neurologie. Après, moi, le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de demander la création d'un poste de médecin de soins palliatifs dans vos services de neurologie. Parce que intégrer, ça veut dire qu'on est intégré dans le service. Donc, j'imagine qu'il faut une volonté politique, un business plan, parce que par les temps qui courent, il faut que les directions aient des ressources financières. L'hôpital de jour de soins palliatifs est un bon modèle et on peut créer un poste, on peut financer un poste de médecin de soins palliatifs sur un modèle d'activité d'hôpital de jour de soins palliatifs. Et donc, ce médecin de soins palliatifs, s'il n'a pas des compétences de neurologie au départ, il va les acquérir. Il va petit à petit, avec vous, à vos côtés, se former à la SLA, aux séquelles des AVC, à la maladie de Parkinson, enfin à tout ce qui constitue votre pratique clinique qui relève d'un accompagnement de médecine palliative. Le complément, c'est vraiment dans la prolongation. Alors, en ce qui concerne la formation, nous avons 4 postes ouverts au niveau du CHU, dans lequel je travaille. Nous accueillons des internistes, des oncologues, des hématologues, des médecins généraux, et nous n'avons jamais reçu, depuis 15 ans, nous n'avons jamais reçu de neurologue. Donc, on sent bien que nous n'avons pas réussi à toucher le public des internes, ne serait-ce que pour un stage de 6 mois dans une équipe de santé. La deuxième chose, alors que la neurologie est manifestement en lien avec des situations palliatives, nous faisons le constat que nous n'intervenons pas, que nos thématiques sont très peu élaborées dans le DES de neurologie. En oncologie, on organise régulièrement des séminaires de 2 jours pour les internes d'oncologie de l'interrégion. Nous n'avons pas réussi à rentrer dans les maquettes. Ce n'est pas forcément à nous de le faire. Hein. L'enjeu n'est pas d'aller prendre une place. L'enjeu, c'est que nos thématiques soient abordées de manière systématique dans les DES, dans lesquels il y a très régulièrement des situations. La troisième piste, il y en a qui est peut-être plus opérationnelle. Il y a quand même de nombreux services de neurologie dans lesquels il y a des réunions pluridisciplinaires.
dans lesquels il y a des staffs. Et peut-être qu'il y a un travail à faire dans les services pour que ces staffs soient institués de manière régulière sur des thématiques précises, c'est-à-dire sur des patients, par exemple, en situation palliative, et en faisant appel dans les services, dans les hôpitaux dans lesquels ça existe, à des praticiens, des cliniciens, des équipes mobiles. Et je croirais assez fortement à une double acculturation dans ces staffs. C'est-à-dire que les acteurs de soins palliatifs découvrent, que nous découvrions la spécificité vraiment de votre clinique, des problèmes posés, des pistes, de la création à la fois relationnelle et pratique possible, et que vous découvriez aussi qu'est-ce que éventuellement des acteurs de soins palliatifs peuvent faire. Et je plaide assez pour qu'il y ait une distinction entre des staffs qui concernent l'ensemble des patients et des staffs qui seraient ciblés pour un ou deux patients ou trois selon les services dédiés exclusivement à des situations palliatives. Je crois que ce serait par une démarche d'apprentissage collectif que nous arriverions à mieux articuler nos disciplines. Puis alors, la dernière piste, et c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez eu la sympathie de nous inviter, nous, acteurs de soins palliatifs, de créer comme ça des espaces de rencontre. Dans le champ de la SLA, nous participons quand même régulièrement au congrès de SLA. Est-ce que faire intervenir des acteurs de soins palliatifs, y compris d'autres disciplines, comme vous l'avez fait, d'autres disciplines que la vôtre, comme vous l'avez fait ici en invitant Carole Bouloc, est-ce que dans vos organisations, des interventions dans des congrès peuvent être aidantes ou pas? Ça, je ne connais pas assez la dynamique de votre discipline, mais c'est une question. Et le message, en gros, c'est n'hésitez pas à nous adresser vos internes pour des stages de 6 mois ou pour la participation à la FST. Voyez avec vos référents universitaires s'il ne serait pas pertinent de créer quand même un temps dédié pour les internes de vos DES autour de la question de la proportionnalité des traitements et des situations palliatives. Et puis, vraiment, moi, je crois beaucoup à ces dimensions de staff pluridisciplinaire dans vos services. Vous êtes déjà porteur de cette culture-là, parce que les patients dont vous prenez soin ont besoin de soins de nursing importants. Donc vous êtes déjà porteur de cette dimension interdisciplinaire. Vous la vivez parfois avec le monde de la rééducation. Peut-être qu'il faut l'élargir en individualisant des staffs pour des patients qui sont palliatifs au sens large, c'est-à-dire pas réduit à la question de la phase terminale, comme le disait Carole Bouloc, les soins palliatifs au sens d'une démarche précoce d'intégration dans un processus. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse et ces propositions. Effectivement, c'est une culture à intégrer dans la neurologie dans tous ses aspects, qu'il soit sur le plan de la formation principale, des congrès, des rencontres comme celle-ci, et de l'interdisciplinarité, et de faire intervenir des gens comme vous qui peuvent nous donner des éléments pour nous structurer en neurologie, pour proposer, je reprends les mots de Grace, pour proposer des soins palliatifs précoces à nos patients, les intégrer à notre pratique, être clair sur notre démarche et l'inclure dans la prise en charge en fonction des spécificités des maladies neurologiques. Alors, il est 20h34, donc je vais clôturer cette rencontre. Merci d'avoir suivi. Je vous propose la prochaine rencontre donc, qui se tiendra pour ceux d'entre vous qui seront au JNLF, donc en avril. Ce sera la 3e rencontre de la série sur la fin de vie. Elle portera sur l'aide active à mourir, dans la continuité donc, des thématiques que nous abordons. Et nous aurons comme intervenants le professeur Fabrice Gzil et le docteur Valérie Ménage, qui aborderont cette thématique
et nous vous présenterons les résultats d'une enquête que nous menons avec la Société française de neurologie sur l'état des lieux de ce que pensent les neurologues, de la pratique qui se fait aujourd'hui, des connaissances en soins palliatifs, des lois actuelles, et nous poursuivrons de construire la réflexion ensemble. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis donc à bientôt. Merci encore pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.